All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Cette semaine, comme on pouvait s'en douter, CIG a continué de mettre en ligne les différents panels de la CitizenCon. Le panel mis en ligne lundi traitait de la création visuelle de Hearthstone et comme je l'ai dit dans ma vidéo traitant de la CitizenCon, on n'a pas appris grand chose et c'était surtout intéressant pour ceux intéressés par les arts graphiques, la modélisation 3D et le level design. Le panel mis en ligne mardi était animé par deux des responsables du lore de CIG, Dave Haddock et Will Weisbaum, pour nous parler un peu du lore autour de Hearthstone, la planète, l'entreprise et la famille qui la dirige. L'histoire de la famille Hearthstone peut presque être retracée jusqu'au 21e siècle, mais c'est surtout à partir du 25e siècle qu'on en a entendu parler. Salomon Hearthstone était un homme d'affaires assez modeste, mais qui arrivait à bien remplir les petits contrats de l'armée en se faisant des marges conséquentes en négociant avec les bons sous-traitants. En 2438, quand l'humanité a rencontré les Banu et que l'avenir de nos relations avec eux était encore incertain, l'armée a considérablement augmenté son budget et c'est à partir de là que la carrière de Salomon Hearthstone a vraiment démarré. Évidemment, quand les Messeurs sont arrivés au pouvoir en 2546, Hearthstone est vite devenu un partenaire commercial de choix pour la dynastie des dictateurs. Et à leur chute en 2792, Hearthstone s'est débrouillé pour bien rebondir. Comme à Aegis, Hearthstone Dynamics était un symbole de la dictature des Messeurs et a été mis sur la touche par le nouveau gouvernement pour les contrats d'armement. Hearthstone a fini par faire comme à Aegis et a commencé à vendre ses armes sur le marché civil, et comme le gouvernement a fini par revenir vers Hearthstone après l'intensification des raids Vanduul, ils ont maintenant deux sources de revenus, militaires et civils, et ils sont encore plus riches qu'avant. Durant leurs recherches pour développer de nouvelles armes pour la lutte contre les Vanduul, Hearthstone Dynamics s'est vite aperçu que le coût le plus important était la production d'antimatière. Ils ont essayé de racheter la prison Quarterdeck du système Kellogg, qui fait aussi raffinerie d'antimatière en se servant des détenus, mais le gouvernement a refusé, et quand ils ont commencé à demander la permission d'ouvrir leur propre raffinerie, aucun système était pour, car personne voulait avoir un truc pareil dans son voisinage. En 2903, un explorateur a rapporté les coordonnées d'un système planétaire regroupant 3 super-terres et une géante gazeuse, le fameux système Stanton. L'UEE a donc appliqué la procédure standard et a commencé à vendre des parcelles de terrain aux particuliers, mais ça peut prendre des années voire des décennies avant que ces ventes représentent une source de revenus conséquent. Malheureusement, le gouvernement de l'UEE était clairement en manque d'argent à cause des dépenses liées aux attaques Vanduul et à la création du monde artificiel du système Chronos qui leur coûtait un pognon de dingue. Heureusement pour eux, la société ArcCorp a tenté sa chance et a carrément demandé au Sénat s'il pouvait avoir droit à une petite dérogation et carrément acheter un continent entier sur une des 3 planètes. Et le gouvernement de l'UEE, tenté par une telle opportunité, a fini par proposer la vente aux enchères des 4 planètes. Bon, évidemment, ça a donné lieu à plein de débats au Sénat sur les futures conditions de vie qu'auraient les citoyens vivant sur des planètes contrôlées par des entreprises, mais la proposition a fini par être adoptée et Hearthstone a évidemment placé une enchère sur la première planète et l'a remportée. La planète Stanton 1 est donc devenue le terrain d'Hearthstone qui gère ça comme les entreprises minières de l'ère industrielle. Il possède aussi bien le terrain, les usines et les emplois qui vont avec que les logements, les infrastructures et même les bistrots, où il est conseillé aux salariés citoyens de faire attention à ce qu'ils disent car les murs peuvent avoir des oreilles. Au final, les salariés d'Hearthstone finissent d'une façon ou d'une autre par reverser leur argent à leur employeur simplement avec le coût de la vie. Les gens qui acceptent de travailler pour Hearthstone le font souvent par désespoir. Beaucoup ont eu un passé difficile marqué par le crime, la drogue ou l'endettement et ont été séduits à l'idée de travailler pour une grosse entreprise qui leur fournirait un logement et un salaire aussi facilement. Et beaucoup réalisent trop tard que le travail sur Hearthstone est horrible et que les conditions de vie le sont tout autant. Et c'est en général après avoir signé un contrat de travail qui les engage pour 2 décennies. La politique d'Hearthstone consistant à réduire les coûts au maximum les amène même à fabriquer des tenues de très mauvaise qualité pour ses salariés qui voient leur peau se décolorer après quelques années passées sur la planète. Évidemment, les gens se plaignent, mais comme Hearthstone Dynamics est un partenaire privilégié de l'armée, le gouvernement ferme un peu les yeux. Les seuls salariés d'Hearthstone qui sont à peu près bien traités sont les forces de l'ordre, qui ont leur propre quartier, leur propre habitation et leurs propres conditions de travail. Mais leur formation a tendance à en faire des êtres complètement déshumanisés et le fait qu'on puisse pas voir leur visage est volontaire. Les habitations seront de vrais logements et pas des chambres d'hôtel temporaires comme on a sur Port-Olisar, et on devra donc vraiment choisir où on veut avoir un pied-à-terre dans l'univers. Les appartements de leur ville sont éparpillés dans la ville, et s'ils offrent un accès rapide au spatioport, ils sont plutôt exigus, pas confortables et pas chaleureux. Le quartier des affaires sous la tour de leur ville sera nettement plus chaleureux et ça permettra de constater à quel point Hearthstone traite différemment sa masse salariale de ses partenaires commerciaux. Donc dans cet endroit-là, pas de vente de sacs plastiques pour mieux respirer et pas de panneaux aux allures et aux messages bien intimidants. Clairement, l'objectif d'Hearthstone est d'exploiter la planète le plus possible en dépensant le moins possible pour se constituer un trésor de guerre suffisamment grand pour pouvoir éventuellement acheter une nouvelle planète quand l'occasion se représentera.
Pour finir, ils ont brièvement parlé des stations-service qu'on trouvera dans la 3.3. On n'a rien appris de vraiment nouveau, mais ils reconfirment que ces stations seront situées au point de Lagrange des différents astres d'un système. Et s'ils parviennent à faire tourner les planètes autour de leurs étoiles, ces stations pourront changer de place et donc être des points de passage plus ou moins fréquentés au fil du temps. L'émission Around the Verse de jeudi est revenue sur la création d'une partie de la présentation de la CitizenCon, donc il n'y avait pas vraiment de nouvelles informations. On a seulement appris que le satellite craché à la surface d'Hurston a d'abord été fait en version normale, donc on le trouvera en orbite autour de la planète. Pour ce qui est du développement, ils ont enfin réussi à rendre fonctionnelle la prévisualisation des vaisseaux et leurs équipements sur le Mobiglass, et donc ça devrait être prêt pour la sortie live de la 3.3. Sur les terminaux d'achat, ils continuent de créer les variantes de leurs interfaces pour chaque enseigne, avec ici quelques écrans de veille. Enfin, sur les stations-service, la tolérance zéro sera de mise contre les criminels qui seront tirés à vue. Les conférences mises en ligne mercredi et jeudi portaient sur la création de personnages, d'environnements spatiaux, et comme je l'ai dit dans ma vidéo de récap de la CitizenCon, c'était très technique et il n'y avait pas vraiment de nouvelles informations. Celle de vendredi était en revanche beaucoup plus courte et beaucoup plus abordable. Ils ont montré en 20 minutes comment ils créent les appartements d'Hurston avec leur batterie d'assets préfabriqués. Il n'y avait pas de nouvelles informations, mais c'était cool à regarder. Vendredi, l'émission Reverse the Verse accueillait David Colson et John Crew pour qu'ils nous reparlent du futur modèle de vol. Ils savent que c'est un sujet qui va diviser la communauté car aucun modèle pourra satisfaire tout le monde. Certains joueurs souhaiteraient avoir un modèle de vol permettant de grosses accélérations sur les propulseurs de manœuvre et des accélérations plus modérées sur les propulseurs principaux, ce qui donnerait des combats grandement basés sur des manœuvres de dogfight façon Seconde Guerre mondiale comme on en voit dans Star Wars. D'autres joueurs aimeraient avoir un contrôle total sur les 6 axes de leur vaisseau avec une propulsion aussi puissante sur ces 6 axes, ce qui donnerait un contrôle plus proche du jeu vidéo Descent ou de Battlestar Galactica. Et enfin, d'autres aimeraient avoir une accélération plus puissante sur les propulseurs principaux et beaucoup moins sur les propulseurs de manœuvre, ce qui donnerait des vaisseaux dérapants un peu comme dans le vieux jeu vidéo Asteroids. Pour l'instant, c'est vers ce dernier modèle de vol que Star Citizen va tendre à partir de la 3.4, du moins pour les vaisseaux humains dans l'espace. Pour certains vaisseaux aliens, comme ceux des Xi'an, ils auront un modèle de vol permettant un contrôle équivalent de leurs 6 axes, et le modèle de vol ressemblant à des dogfights classiques, c'est ce qui se fera pour tout le monde en atmosphère. Évidemment, c'est compliqué pour eux de trouver une solution qui rendra heureux le maximum de gens, tout en faisant en sorte que ça soit suffisamment crédible sans être ennuyeux. Concernant l'atterrissage des vaisseaux, ils savent que les joueurs aimeraient bien avoir des caméras de recul, mais faire un rendu visuel de l'environnement sur un écran du cockpit demande beaucoup de ressources, donc ils vont sûrement rester sur un système d'hologramme. Un joueur a demandé si ça sera possible de décoller en roulant. En théorie, c'est déjà faisable, mais pour ça, il faudrait une piste de décollage suffisamment longue, et comme ils n'ont pas envie d'en mettre partout, eh bien l'atterrissage et le décollage se feront à la verticale avec tous les vaisseaux. Les portes ouvertes et les trous dans la coque n'affecteront pas le vol atmosphérique, car ils ne simulent pas la circulation de l'air à ce point-là, parce que ça serait un gouffre à performance. Concernant le vol en vitesse de croisière, un joueur a demandé ce qui nous obligera à ralentir. Basiquement, ça sera les combats. À cette vitesse, le vaisseau ne tournera pas, donc les dogfights seront impossibles. Par contre, ils ont parlé de combats à vitesse de croisière, où les vaisseaux se pourchasseront à grande vitesse en ligne droite, et où le combat se déroulera surtout avec les tourelles et en mode découplé. Les vaisseaux au design asymétrique se comportent pas très bien en atmosphère et ça se ressent. Sur le Vandal Sight ou le Caterpillar, on sentira que le vaisseau vire légèrement, mais en temps normal, les propulseurs compenseront. Ça se ressentira aussi si vous surchargez un seul côté de votre soute. En fait, le poids d'un vaisseau et sa répartition sera vraiment pris en compte lors du vol et du décollage. Si vous surchargez votre soute avec des matériaux lourds, vous ne pourrez tout simplement pas décoller. Normalement, le jeu vous avertira à l'avance, notamment lors de l'achat de la cargaison. Mais même sans cargaison, le poids de certains vaisseaux sera tellement conséquent que vous ne pourrez pas leur faire faire certaines choses. Par exemple, un Idris pourra circuler et décoller en atmosphère en orientant ses réacteurs à poussée verticale vers le sol, sans forcément sortir ses trains d'atterrissage d'ailleurs. Mais si vous emmenez un Javelin en atmosphère, il tombera comme une pierre et ça sera un aller simple car il n'aura pas assez de poussée pour repartir. Ils n'ont pas prévu de mettre en place un pilotage automatique. À la limite, on pourra embaucher un PNJ pour qu'il pilote à notre place, mais ça sera tout. Enfin, ils savent que les joueurs aimeraient sauvegarder leur paramétrage de configuration des propulseurs, donc c'est en discussion. Depuis la CitizenCon, les mises à jour du PTU sont régulières et récemment, l'achat de vaisseaux in-game est devenu possible. Bon, vous emballez pas, les futures mises à jour réinitialiseront encore nos données, donc ces achats ne seront pas définitifs. Et oui, pour l'instant les prix sont très élevés, mais ils seront rééquilibrés au fil des mois à venir. Samedi, CIG a mis à jour la roadmap du projet. La mise à jour 3.3, qui est pour l'instant que sur le PTU, avance très lentement avec quelques légers progrès sur l'Object Container Streaming. La 3.3.5, qui est censée arriver dans moins de 3 semaines, est presque terminée avec de bons progrès sur Hurston et Lorville. Et malheureusement, à 2 mois de la sortie de la 3.4, le travail sur ArcCorp n'a toujours pas démarré et le travail sur le quartier des affaires de Lorville vient seulement de commencer. Préparez-vous à ce que ArcCorp soit repoussé à mars prochain, car ça risque d'être le cas.
C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.